Mary Tyler Moore, the actress from the Dick Van Dyke Show and later the Mary Tyler Moore Show, has died. She was pronounced dead at a hospital in Connecticut. Mary Tyler Moore était la star du petit écran préférée des Américains. Elle était la reine. Pas un homme ne lui résistait. Celle qui a participé à 2 des séries les plus populaires de la télévision américaine était la quintessence d'une époque où la règle était de casser les codes. Elle a ouvert la voie pour toutes les actrices qui voulaient interpréter des femmes indépendantes. Elle était un modèle d'accomplissement pour toutes les femmes. Mais derrière son sourire rayonnant, la vie de Mary est brisée par la tragédie, la maladie et la dépendance. Elle a vécu des choses dont la plupart des gens n'ont pas la moindre idée. Le 25 janvier 2017, Mary Tyler Moore est morte d'un arrêt cardiaque au Greenwich Hospital dans le Connecticut, à l'âge de 80 ans. À la fin de sa vie, Mary s'est tenue à l'écart des projecteurs. Cette vie recluse a suscité rumeurs et spéculations sur son état de santé. Je vais essayer de reconstituer les dernières années de Mary afin de découvrir exactement ce qui a déclenché l'arrêt cardiaque qui lui a été fatal. Le docteur Michael Hunter, médecin légiste de renommée internationale, a conduit des milliers d'autopsies. Il enquête sur les morts suspectes dans l'une des plus grandes villes des États-Unis, en collaboration étroite avec les forces de l'ordre. Selon le certificat de décès, la cause de la mort est un arrêt cardiaque. Mais c'est insuffisant pour expliquer la mort de Mary Tyler Moore. Il n'y a pas eu d'autopsie, donc je vais devoir me pencher sur les témoignages des proches et sur le dossier médical de Mary pour comprendre exactement comment elle est morte. 5 avril 2013, Los Angeles. Mary est au studio de télévision de CBS en train de se faire maquiller. Elle est attendue sur le plateau. Elle fait une apparition dans une sitcom très populaire, Hot in Cleveland. La star de la série n'est autre que Betty White, qui a fait ses débuts dans les années 70, aux côtés de Mary. Pour ces retrouvailles exceptionnelles, toutes les actrices du Mary Tyler Moore Show vont apparaître ensemble devant les caméras pour la première fois depuis la diffusion du dernier épisode, 36 ans plus tôt. En effet, Betty et Mary sont accompagnées de Valerie Carper, Georgia Engel et Cloris Leachman. Elle était très fière du Mary Tyler Moore Show et elle savait que toutes ces femmes étaient ses amies. Mary est accompagnée de son mari, le docteur Robert Levin. Après 2 mariages malheureux, elle a trouvé le bonheur dans les bras de Robert, son mari depuis 30 ans. Leur mariage était merveilleux. Elle a trouvé chez lui exactement ce dont elle avait besoin à l'époque. L'ambiance est à la fête. Pourtant, on murmure que Mary, âgée de 76 ans, n'est plus capable de se déplacer seule et que la scène de réunion a été écrite pour s'adapter à son état de santé. Pour la scène, Mary était assise parce qu'elle avait du mal à marcher. Ce sera la dernière apparition de Mary à la télévision. 4 ans plus tard, elle ne sera plus de ce monde. Pour son dernier rôle, Mary a donc l'impression d'être en pleine santé. En apparence, elle ne présentait aucun problème physique évident. Quand on a du mal à marcher, ça peut être dû à un accident ou à la fatigue, mais ça peut être aussi la conséquence d'une maladie débilitante de longue durée. Je dois me plonger dans son dossier médical pour en savoir plus. Mary Tyler Moore est née le 29 décembre 1936 à Brooklyn, New York. Je n'ai jamais entendu parler d'une enfance plus déchirante et douloureuse que celle de Mary. Son père n'était pas un homme très affectueux. Elle a dû se battre pour avoir un peu d'amour.
Sa mère était alcoolique. C'était une famille malheureuse. Même si elle aura plus tard un petit frère et une petite sœur, Marie connaît une enfance solitaire. Elle trouve le réconfort dans les chansons et les numéros de danse de ses idoles du grand écran, Fred Astaire et Judy Garland. Quand sa famille déménage à Los Angeles, Marie, qui rêve de devenir comédienne, se rapproche un peu d'Hollywood. Mais ses parents voient cette ambition d'un mauvais œil. Personne ne se souciait de ce qu'elle voulait. Dès qu'elle est en âge de quitter le foyer familial, Marie doit faire comme toute jeune fille des années 50. Elle se marie, mais elle est déterminée à conserver son indépendance et à poursuivre ses rêves de gloire. Elle obtient son premier rôle à la télévision dans une publicité pour Hot Point. Son premier fils naît quand elle n'a que 20 ans. Mais sa vie de famille ne l'empêche pas de continuer sa carrière d'actrice. 3 ans plus tard, sa persévérance est récompensée. Elle enchaîne les seconds rôles dans des séries télévisées. Son mariage est un échec, mais elle trouve rapidement une nouvelle famille lorsqu'elle est accueillie par toute l'équipe d'une nouvelle série télévisée. C'est la chance de sa vie. Le rôle de la femme moderne et impertinente de Dick Van Dyke. C'est devenu une famille d'adoption pour Marie, en plus de sa famille naturelle. Si le Dick Van Dyke Show, qui collectionne les récompenses, reflète la famille moderne des années 60, c'est bien son rôle suivant qui va révolutionner la place de la femme à la télévision. On a été diffusé à partir de 1970. Il se passait des choses dans la série qu'on n'aurait pas pu écrire 10 ans avant. La série suit les tribulations de Marie, une jeune femme célibataire et indépendante qui travaille au sein de la rédaction d'un journal télévisé. Le Mary Tyler Moore Show a permis à beaucoup de femmes de comprendre qu'elles aussi pouvaient avoir du succès et s'exprimer librement. Le premier épisode était explosif. C'était le meilleur script que j'avais lu à Hollywood. Quand le Mary Tyler Moore Show fait ses adieux, la série est la plus décorée de l'histoire des Emmy Awards, avec 29 récompenses, et assure à Marie une place éternelle dans le cœur du public américain. Ce qu'elle a accompli est remarquable, surtout quand on se rappelle d'où elle est partie. L'enfance difficile de Marie m'intéresse particulièrement, surtout l'alcoolisme de sa mère. Sa mère était déjà alcoolique avant sa naissance. Boire de l'alcool en grande quantité lorsqu'on est enceinte peut provoquer chez le nouveau-né une maladie appelée trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Apparemment, Marie était convaincue qu'elle avait été affectée. Quand on observe le visage de Marie, on voit que ses traits pourraient indiquer qu'elle a souffert de ce syndrome. En général, il est associé à certaines caractéristiques physiques. Une lèvre supérieure fine, le nez retroussé et une absence de philtrum entre le nez et la lèvre. Ses traits n'étaient pas très réguliers, notamment ses yeux et son nez. Marie attribuait cela au fait que sa mère buvait lorsqu'elle était enceinte. Ce syndrome peut également provoquer des déficiences mentales importantes, mais rien n'indique que Marie en ait souffert quand elle était jeune. Cependant, l'alcool pendant la grossesse peut induire des problèmes cardiaques chez le nourrisson, comme un défaut ventriculaire septal. Cette anomalie affecte la cloison qui sépare les ventricules gauche et droit dans le cœur. Je me demande si le fait que sa mère ait consommé de l'alcool pendant sa grossesse a pu jouer un rôle dans la mort de Marie. Je pense que, comme tout le monde, Marie s'est construite durant l'enfance. Elle a grandi dans des conditions difficiles. C'est quelque chose qui a dû avoir sur elle une influence profonde. Sans pratiquer d'autopsie, je ne peux pas déterminer les conséquences de la consommation d'alcool de la mère de Marie sur le cœur de Marie. Mais je peux établir un lien très clair avec l'abus d'alcool de Marie elle-même. L'alcoolisme de Marie était un secret de polichinelle dès qu'elle s'est mise à boire. Tout le monde savait qu'elle était portée sur la boisson, même si elle le cachait très bien. Je pense qu'elle buvait seule. Parfois, les gens boivent et ne veulent pas que ça se sache, alors ils le font seuls. C'est très difficile de reconnaître qu'on n'arrive pas à se contrôler.
My form was to drink every night, never during the day, but by God, at 5:30 or 6, that was time for me to have my drinks. And I began over a period of time to drink so much that I couldn't even remember what had happened the night before. Boire régulièrement et excessivement peut provoquer de la tension artérielle. Avec le temps, cette sollicitation accrue des muscles du cœur peut entraîner des maladies cardiovasculaires et augmente les risques de crise cardiaque et d'attaque cérébrale. Mais l'alcoolisme a pu avoir un effet plus immédiat sur la santé de Mary. « 24 mai 2013, Greenwich, dans le Connecticut. 4 ans avant la mort de Mary. Voilà un mois que Mary a participé aux retrouvailles devant les caméras. Ses problèmes ambulatoires persistent. Mary est tombée et son mari Robert appelle les urgences. C'est la deuxième fois en quelques mois que les secours sont appelés pour lui venir en aide. J'ai ici plusieurs rapports décrivant les appels émis au service d'urgence depuis le domicile de Mary. Elle est tombée plusieurs fois au cours des années précédant sa mort. De toute évidence, Mary risquait d'avoir un accident grave à tout moment. Je me demande si ces chutes sont dues au fait qu'elle buvait et si en réalité l'alcoolisme n'a pas joué un rôle dans sa mort. Juin 2013, à Greenwich, dans le Connecticut. 2 semaines après sa chute, Mary est de retour à l'hôpital. Blessée à la hanche, elle est presque remise. Mais si son mari a appelé les secours, c'est parce qu'elle tombe régulièrement. Le rapport ne fournit pas d'explication aux chutes de Mary. En revanche, il n'est fait aucune mention de consommation d'alcool. Donc j'en conclus que Mary ne buvait pas lorsqu'elle est tombée. En revanche, certains rapports ultérieurs mentionnent un élément qui pourrait être crucial. Mary faisait du diabète. Ce n'est qu'à 33 ans que Mary découvre qu'elle est diabétique. En 1969, la comédienne est mariée au magnat de la télévision Grant Tinker et sa carrière est à son apogée. Quand ils étaient mariés, ils formaient un couple très influent. Ils ont fondé MTM Enterprise. Le Mary Tyler Moore Show a été la première série produite par la société et ils ont produit d'autres séries à succès par la suite. Mais elle connaît plusieurs revers tragiques dans sa vie privée. Mary tombe enceinte, mais la grossesse est écourtée par une fausse couche. Tandis qu'elle se remet de ce traumatisme, les médecins lui annoncent une autre nouvelle qui va bouleverser sa vie. Sa glycémie est dangereusement élevée. Elle ne s'en doutait pas du tout jusqu'à ce qu'on lui dise « Mais vous êtes diabétique ?» Elle ne voulait pas y croire et elle m'a dit qu'elle s'était rebellée en quelque sorte. Le lendemain, elle a dévoré tout ce qu'elle pouvait. Des gâteaux, des tartes. Elle s'est dit « Au diable le diabète ». En faisant cela, elle manifestait non seulement sa colère, mais également un sentiment d'injustice profonde. Elle a dû également se rendre compte qu'elle ne pouvait pas contrôler sa vie comme elle l'aurait souhaité. Et elle s'est dit, si je ne peux pas tout contrôler, alors autant me faire plaisir en mangeant des donuts. Mary souffrait du diabète de type 1. Contrairement au type 2, qui est provoqué par l'hygiène de vie, les causes exactes d'un diabète de type 1 sont inconnues. On sait que c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est une maladie qui s'attaque à un organe sain. La maladie s'attaque au pancréas et l'empêche de produire une hormone appelée insuline. L'insuline est essentielle pour métaboliser le sucre dans le sang, le glucose, et le transformer en énergie. Sans insuline, le glucose s'accumule dans le sang. Le patient, privé de l'énergie dont il a besoin pour fonctionner, peut entrer dans un coma diabétique. S'il n'est pas traité, il existe un risque de lésion cérébrale permanente et d'arrêt cardiaque.
Le diabète de type 1 est une maladie incurable. Marie a donc dû apprendre à vivre avec les risques liés à cette maladie. 1970, Los Angeles. C'est la réunion de production traditionnelle du lundi matin. En arrivant, Marie est prise de vertige. Parfois, elle voyait flou et elle perdait l'équilibre. Elle avait également du mal à articuler. Tout à coup, elle est incapable de s'exprimer correctement. Et à l'étonnement général, Marie éclate en sanglots. Elle s'est mise à crier comme si elle avait mal. La première fois, on n'a pas du tout compris ce qui se passait. Le producteur de l'émission se rend compte que Marie est victime d'une crise d'hypoglycémie et lui donne immédiatement un verre de jus d'orange avant qu'elle ne s'évanouisse. Tout le monde savait qu'elle était diabétique. Et nous aurions tout fait pour lui porter secours. Les diabétiques risquent en permanence d'être soit en hypoglycémie, un taux de sucre dans le sang trop bas, ou en hyperglycémie, un taux de sucre dans le sang trop haut. Marie devait donc s'injecter quotidiennement de l'insuline pour réguler sa glycémie sanguine. Pourtant, il semblerait que Marie se soignait mal au vu de son état. En effet, après le diagnostic, elle a continué à boire de plus en plus. Comme elle le reconnaîtra elle-même, son goût pour l'alcool devient un problème et ses relations avec son mari Grant Tinker se détériorent. Les disputes étaient parfois très tendues et souvent l'alcool empirait les choses. Hey, Grant. Hey. La consommation excessive d'alcool peut avoir des conséquences désastreuses pour les diabétiques. Même si l'alcool contient du sucre qui peut temporairement faire remonter la glycémie, il empêche également le foie de libérer le glucose. Ainsi, le sujet risque de faire une crise d'hypoglycémie. Il n'y a pas que son mariage raté qui pousse la comédienne à trouver refuge dans l'alcool. En 1980, Marie est nommée aux Oscars pour son rôle dans le film Des gens comme les autres, réalisé par Robert Redford. Dans un registre dramatique inédit pour elle, elle interprète une mère éplorée après le décès de son fils. Un rôle qui prend une résonance tragique pour la comédienne. Au fil des années et le succès grandissant, elle avait le pressentiment que quelque chose ressurgirait de son passé et qu'elle en paierait le prix. Son fils Richie, issu de son premier mariage, a passé la plus grande partie de son enfance avec son père, loin des feux des projecteurs d'Hollywood. Elle a beaucoup culpabilisé durant cette période. Elle n'a jamais eu l'impression d'être une bonne mère et elle se disait qu'elle n'avait pas assez essayé. En octobre 1980, Marie essaie de renouer avec Richie, alors âgé de 24 ans. Mais leur relation est brutalement interrompue. Richie était un amoureux des armes à feu. Un soir, alors qu'il était en train de nettoyer une arme, le coup est parti tout seul. Il est mort sur le coup. Au début, certains ont pensé à un suicide, mais cette théorie a rapidement été écartée. C'est parce que c'était une arme particulière qui avait une gâchette légère. Lorsqu'un accident comme ça se produit, surtout un accident mortel, la vie des proches est bouleversée. Elle est détruite. On ne peut pas imaginer à quel point c'est dur de s'en remettre. En grandissant, Marie a eu l'exemple de sa mère qui buvait et elle a assimilé l'idée que c'était normal. Donc ce n'est pas étonnant qu'elle ait reproduit le même type de réaction. En cas d'événement tragique, l'alcool offre une porte de sortie. Lorsqu'elle épouse le docteur Robert Levin, Marie accepte enfin qu'elle a un problème avec l'alcool. Robert l'a vraiment guidée et aidée à se débarrasser de son problème d'alcool. C'est lui qui a dit « Il faut que ça cesse. Tu dois arrêter de boire. » En 1984,
Marie s'inscrit au centre de réhabilitation Betty Ford. Je vois que Marie a donc arrêté de boire à l'âge de 47 ans, près de 30 ans avant sa mort. Donc, je ne pense pas que l'alcool soit une des causes directes de sa mort. Je me demande si quelque chose d'autre a provoqué l'arrêt cardiaque mortel de Marie. 22 août 2013, Greenwich, dans le Connecticut. Robert appelle une nouvelle fois les urgences. Marie, 76 ans, a encore une fois besoin d'assistance médicale. Cette fois-ci, elle est encore consciente, mais sa respiration est difficile. Rien n'indique dans le rapport que Marie ait été conduite à l'hôpital. Donc, quel qu'ait été le problème, il a probablement été traité sur place. Mais je me demande si ces difficultés respiratoires sont liées à une autre habitude délétère de Marie, la cigarette. You seem happy today. Well, why shouldn't I be? I have the two things that would make any man happy: a gorgeous wife, and I'm smoking a kid. Tout le monde à Hollywood et dans les publicités avait une cigarette au bout des doigts. Which do you like the best? Oh, there's a tough one. You see. Elle fumait entre les prises sur le plateau et personne ne trouvait ça bizarre. But for filter and taste, Kent satisfies best. I'll accept that. À l'époque du Dick Van Dyke Show et ensuite sur le Mary Tyler Moore Show, elle fumait environ 60 cigarettes par jour. Bien sûr, la cigarette détruit les poumons et peut provoquer des infections et des difficultés respiratoires. Mais elle est responsable d'autres dégâts sur le corps. Je pense que dans le cas de Marie, fumer a provoqué des problèmes artériels graves. Vers la fin de sa vie, Marie souffrait de problèmes circulatoires dans les jambes. Ses artères étaient très abîmées par ce qu'on appelle la maladie artérielle périphérique, dont la cause principale est la cigarette. Quand les produits chimiques de la cigarette pénètrent dans le sang, ils abîment les vaisseaux sanguins et augmentent le risque d'artérosclérose. Un dépôt de liquide visqueux s'accumule sur les artères. Avec le temps, celui-ci réduit le diamètre des vaisseaux sanguins et entrave le flux sanguin. C'est une des causes majeures des maladies cardiaques. Et Marie était d'autant plus vulnérable qu'elle était diabétique. Pourtant, elle continue de fumer bien après le diagnostic. Elle avait choisi d'ignorer le fait que si elle continuait à fumer, il y avait un risque de complications médicales. En 1981, les premiers signes de la progression du diabète sur le long terme apparaissent. La maladie s'est attaquée à ses yeux. C'était assez subtil. Ce n'était qu'un signe avant-coureur, mais qui indiquait qu'elle avait progressivement perdu la vue. You mentioned diabetes. You have suffered from that since your 20s, and I know that can be a catastrophic affliction. How has it affected you? I have not been without the problems attendant to diabetes, such as hemorrhages behind the eyes, which, thanks to the laser treatment that's available today, has been able to correct that and prevent blindness, which up until just a few years ago used to strike an enormous amount of diabetics. Je vois que Marie a été opérée pour une maladie appelée rétinopathie diabétique. Le taux élevé de sucre dans le sang entraîne une fragilisation des parois des vaisseaux capillaires situés derrière la rétine. Les vaisseaux abîmés perdent leur étanchéité. Le fluide libéré provoque des troubles de la vision. Ensuite, les nouveaux vaisseaux sanguins anormaux provoquent des lésions sur la rétine, ce qui entraîne la cécité. La cigarette multiplie par 3 la vitesse de la progression de la rétinopathie. Mais devant tous ces problèmes de santé, Marie a choisi d'arrêter de fumer. Dans les années 80, elle surveillait sa ligne. Elle prenait le traitement adapté et elle faisait de l'exercice, ce qui ne peut pas faire de mal. Tout comme l'alcool, Marie a arrêté de fumer 30 ans avant sa mort. Avec le temps, les dégâts sur les artères peuvent guérir. Donc, je ne pense pas que la cigarette ait contribué de manière significative à son arrêt cardiaque. Si le film Des gens comme les autres constitue l'apogée de sa carrière cinématographique, Marie continue à travailler au théâtre et à la télévision au cours des années 80 et 90.
À cette époque, la surveillance de son diabète est devenue une priorité pour elle. Elle se piquait le bout du doigt pour déterminer si elle avait besoin de s'injecter de l'insuline. Elle devait le faire toutes les 3 ou 4 heures. Elle ne pouvait pas y échapper. Vivre, ou ne serait-ce que travailler lorsqu'on est confronté à ça quotidiennement, n'est pas facile. Même si le diabète est très bien surveillé, avec le temps, les diabétiques peuvent connaître des complications. Marie avait peur des conséquences potentielles de la maladie. À un moment donné, Marie et ses proches ont vraiment eu peur qu'elle soit amputée du pied à cause du diabète. En plus de ses problèmes circulatoires, Marie avait une dégénérescence nerveuse dans le pied, appelée neuropathie périphérique. C'est un manque de sensibilité qui rend indétectables certaines blessures au pied. De plus, comme le flux sanguin est gêné par la maladie artérielle périphérique, le corps n'est pas en mesure de combattre une infection. Cette combinaison de facteurs peut transformer une simple infection à l'orteil en début de gangrène. Selon les estimations, toutes les 30 secondes, quelqu'un est amputé de la jambe à cause du diabète. The fact is you take your insulin, and that's enough of a hassle. Right. Still, we're exposed to problems like eyesight and your bad feet, That's right. things like that. I came close to losing my vision a couple of years ago. I've almost had to have a toe amputation on 2 occasions. So it's every day another corner, and you don't know what's around it. Malgré ses efforts quotidiens pour maîtriser le diabète, la santé de Marie complique son travail au quotidien. Chaque fois qu'elle travaillait, on sentait que tout le monde sur le plateau était à l'affût du moindre problème. On voyait bien les ravages physiques de la maladie. Personne ne pouvait ignorer les effets de la maladie sur elle. Décembre 2014, Greenwich, dans le Connecticut. 2 ans avant la mort de Marie. Marie fête ses 78 ans. Son mari Robert a invité ses meilleurs amis pour célébrer son anniversaire. Selon les témoins, Marie est en mauvaise santé. Elle voit très mal et est incapable de marcher. Je pense qu'elle était presque aveugle, mais on ne s'en rendait pas forcément compte, parce qu'il y avait toujours quelqu'un derrière elle pour lui souffler « Voilà telle ou telle personne, dis-lui bonjour ». Elle ne voulait pas qu'on la plaigne. Elle voulait être charmante et gracieuse. À la fin de sa vie, Mary Tyler Moore n'était plus la femme qu'elle aurait voulu être. Elle vivait recluse. Les gens qui la côtoyaient avant ne la croisaient plus beaucoup. La plupart des problèmes de santé de Marie au cours de ces dernières années sont dus au diabète. Ses chutes à répétition étaient provoquées par sa mauvaise vue et ses problèmes de pied. Ses difficultés respiratoires peuvent également être reliées à ses hyperglycémies. Mais j'ai découvert la preuve que Marie était atteinte d'une autre maladie potentiellement mortelle, qui n'avait aucun rapport avec le diabète. Si le diabète était responsable de la majorité des affections dont elle souffrait, Michael Hunter est convaincu que l'arrêt cardiaque mortel dont a été victime Mary Tyler Moore a une autre origine. Marie s'est battue contre le diabète de type 1 presque toute sa vie. Cette maladie augmente les risques de mourir d'une maladie cardiaque ou d'une attaque. Et dans le cas de Marie, cette maladie endommage les artères, surtout chez une personne qui fume. Après avoir eu du mal à accepter sa maladie, Marie devient la porte-parole des malades du diabète. A lot of people have the incorrect notion that insulin is the cure. Insulin is merely the method by which we live day to day.
Elle avait le sentiment qu'il fallait en parler publiquement et montrer que les diabétiques pouvaient travailler et mener une vie normale. C'était important pour elle d'éduquer les gens. Si la plupart de ces problèmes étaient la conséquence du diabète, Mary présentait d'autres symptômes qui pourraient indiquer qu'elle souffrait d'une autre maladie. Janvier 2015, Greenwich, dans le Connecticut. Mary quitte rarement sa maison et ses amis s'inquiètent pour sa santé mentale. Selon ses proches, elle présentait des signes de confusion mentale et perdait le sens de la réalité. Je vois dans son dossier médical que Mary a été victime d'une grave maladie qui provoque ces symptômes, une tumeur au cerveau. Il s'agissait d'un méningiome, une tumeur non cancéreuse de la membrane qui enveloppe le cerveau. C'est une découverte capitale. La pression exercée sur le cerveau par cette tumeur provoque un gonflement de la dure mère, l'enveloppe fibreuse autour du cerveau. Il entraîne des problèmes respiratoires, cardiaques et d'hypertension qui peuvent tous conduire à un arrêt cardiaque. En 2011, Mary subit une opération chirurgicale de 4 heures pour retirer la tumeur. La procédure est un succès et Mary se remet parfaitement de cette épreuve. Bien que l'opération ait réussi, il existait un risque important que le méningiome réapparaisse. Je me demande si c'est la cause de son arrêt cardiaque quelques années plus tard. Au cours des mois précédant sa mort, on raconte que Mary ne peut plus se déplacer seule et ne communique plus. À la fin de sa vie, très peu de personnes sont allées lui rendre visite chez elle dans le Connecticut. Mary a besoin de soins permanents et quand elle n'est pas alitée, elle se déplace en chaise roulante. C'était dur à imaginer. Parce que Mary avait toujours réussi à rebondir. Et on se disait que rien ne pourrait jamais la battre. À la fin de sa vie, entre le diabète, la cécité et la maladie artérielle périphérique, Mary était très handicapée par ses différents problèmes de santé. Ses heures étaient comptées. Quand on souffre du diabète de type 1, comme c'était son cas, on sait que ça va mal finir et que d'un point de vue physique, ce ne sera pas facile. C'était déchirant de voir les dégâts provoqués par cette maladie. 19 janvier 2017, 7 jours avant sa mort, Mary souffre d'une pneumonie. Au vu de son état de santé général, cette maladie peut être mortelle et elle est conduite au Greenwich Hospital. La pneumonie est une infection pulmonaire courante. Or, le traitement habituel à base d'antibiotiques aurait pu lui être fatal. Depuis des décennies, les taux élevés de sucre dans le sang avaient endommagé son système immunitaire. Il l'avait laissé sans défense face à l'infection. « 21 janvier, 4 jours avant sa mort. La pneumonie est tellement virulente que Mary ne peut plus respirer sans l'aide d'un respirateur. Quand une pneumonie est très grave, les cavités pulmonaires se remplissent de pus et l'oxygène ne parvient plus à pénétrer dans les poumons. Dans la situation de Mary, il existe un problème supplémentaire, car elle souffrait d'hypoxie. L'oxygène ne parvient pas non plus à transiter des poumons vers le reste du corps. Donc, ces cellules sont privées d'oxygène. Sans oxygène, elles se mettent à mourir et le patient est en danger de mort. 23 janvier, 2 jours avant sa mort. Selon certaines sources, ses chances de survie sont tellement minces que Robert a invité sa famille et ses proches à venir lui rendre visite une dernière fois pour faire leurs adieux.
C'était très émouvant. Elle était sous assistance respiratoire. Ses amis intimes ont défilé à son chevet toute la journée pour la voir. Je savais qu'elle n'était pas en bonne santé, mais un ami m'a dit que ses jours étaient comptés. « 24 janvier 2017. Une semaine après son admission à l'hôpital, les médecins et la famille ont compris que Marie ne parviendrait pas à surmonter cette maladie. À 14h15, le 25 janvier 2017, le décès de Marie est officiellement prononcé. Sad news. Mary Tyler Moore, the actress from the Dick Van Dyke Show and later the Mary Tyler Moore Show, has died. She was pronounced dead at a hospital in Connecticut, surrounded by her family after an illness. Quand Mary Tyler Moore nous a quittés, le monde entier était en deuil. C'était une perte pour beaucoup de gens. Et moi, j'ai perdu une amie. Tout ce qu'on peut dire a l'air un peu cliché, parce que la perte est trop profonde pour trouver les mots justes. Un monstre sacré a fait ses adieux. L'espérance de vie d'une femme diabétique de type 1 est d'environ 68 ans. Marie, elle, a vécu jusqu'à 80. Elle a déjoué tous les pronostics. Elle s'est battue même après avoir perdu la vue et sa mobilité. Et elle a survécu à une tumeur au cerveau. Son certificat de décès indique qu'elle est morte d'un arrêt cardio-pulmonaire provoqué par la pneumonie et que le diabète a également joué un rôle dans son décès. Même s'il est évident que sa tumeur n'a pas connu de récidive, son comportement étrange au crépuscule de sa vie suggère qu'elle ne souffrait pas seulement du diabète. Je pense que sa santé mentale a joué un rôle prépondérant dans sa mort. Mary Tyler Moore died at a hospital in Connecticut today in the company of friends and her husband of 33 years. She was 80 years old. Marie est morte d'un arrêt cardiaque après avoir contracté une pneumonie. Selon son certificat de décès, il s'agissait d'une pneumonie d'aspiration. Cela signifie que son infection est apparue quand des aliments et de la salive ont été inhalés dans les poumons plutôt que d'être déglutis et conduits dans l'estomac. Cet élément jette une lumière nouvelle sur les épisodes de confusion mentale que Marie a connus à la fin de sa vie. La pneumonie par aspiration est courante chez les patients atteints de démence. 19 janvier 2014, Greenwich, dans le Connecticut. 3 ans avant la mort de Marie. Marie vient d'appeler les urgences. Il ne s'agit pas d'un problème de santé. Elle a déclaré à l'opérateur qu'elle et son mari viennent de se disputer et que ce dernier refuse de partir. Marie a appelé la police plusieurs fois pour raconter qu'elle se disputait avec son mari. Quand la police arrive, Marie semble calmée. Elle dit avoir appelé dans un état de panique et de confusion. Je vois sur le rapport de police que ce n'est pas la première fois que Marie a appelé la police dans un moment d'affolement. En plus de ses problèmes physiques, Marie souffrait de démence et parfois, elle tenait des propos incohérents. La démence est un ensemble de symptômes associés au déclin des fonctions cérébrales. Il est souvent caractérisé par la perte de mémoire et des problèmes d'acuité mentale. La démence a de nombreuses causes, la plus commune étant la maladie d'Alzheimer. Les diabétiques de type 1 ont 83% de chances en plus de manifester des signes de démence avec l'âge.
En plus des pertes de mémoire, les personnes souffrant de démence souffrent d'une complication appelée dysphasie, c'est-à-dire des problèmes de déglutition. Elles oublient comment avaler. Parmi les patients atteints de dysphasie provoquée par la démence, la cause de décès la plus courante n'est autre que la pneumonie par aspiration. Je pense que Mary a contracté une pneumonie parce qu'elle avait du mal à manger. Et elle n'a pas été capable de combattre l'infection car à 80 ans, le diabète avait sévèrement endommagé son système immunitaire. Elle souffrait déjà de problèmes circulatoires et elle n'était pas en mesure de vaincre l'infection. Quand l'assistance respiratoire a été coupée, les médecins savaient qu'elle n'avait aucune chance de guérison. Mais face à la maladie, la force et l'énergie de Mary lui ont permis de surmonter les défis que présentait le diabète et de vivre jusqu'à l'âge remarquable de 80 ans. La manière dont elle a réussi à mener sa vie, alors qu'elle était diabétique, la définit parfaitement. C'est en cela qu'elle était différente. Elle était capable de foncer tête baissée pour faire ce qu'elle voulait. Elle était déterminée. Elle avait vraiment une volonté d'acier. Quand elle est morte, Mary Tyler Moore a laissé derrière elle l'idée qu'on pouvait obtenir tout ce qu'on voulait pour peu qu'on le veuille vraiment. Elle a inspiré des millions de femmes à mener leur vie comme bon leur semblait et ne pas se soucier des conventions. Je pense qu'elle aurait aimé qu'on se souvienne d'elle comme une femme qui avait enfin réussi à aimer et à être aimée. C'était une comète qui a traversé trop vite notre galaxie.